va parler d'un secteur très spécifique, les SCPI européennes et l'Europe du Sud et la zone ibérique en particulier. Avec moi sur le plateau, Jean-François Chory. Bonjour Jean-François. Bonjour Philippe. Bienvenue sur le plateau de l'After Pro. Et donc je le rappelle, vous êtes directeur général d'Advenis-REM. Je rappelle quand même, Advenis-REM, c'est 25 ans d'existence s'agissant du groupe. La structure Advenis-REM, c'est 25 personnes, mais le groupe au total, c'est 330 personnes globalement. Et en termes d'encours sous gestion, c'est 1,3 milliard chez Advenis-REM et à peu près 5 milliards au niveau groupe. Donc voilà, voilà, pour faire preuve de figure d'autorité, voilà de quoi placer le sujet. Jean-François, vous êtes un spécialiste de la SCPI européenne et l'idée, justement pour transmettre la conviction, l'idée c'est de venir avec des arguments forts. Eh bien, vous avez développé une étude dont vous allez nous livrer tous les détails et le résultat en exclusivité. On vous en remercie. Et peut-être justement commencer à nous parler justement de cette zone ibérique, on l'a dit en introduction. Qu'est-ce qui fait la pertinence d'investir et peut-être d'abord au niveau macro par rapport à cette zone-là? Merci de cette invitation et de pouvoir mettre en lumière cette zone économique et immobilière, puisqu'on n'a pas forcément l'occasion de le faire très, très fréquemment. Sur la zone ibérique, il faut savoir déjà que le groupe investit ses clients directs via ses véhicules, notamment SCPI et notamment la SCPI Elialis, sur cette zone depuis maintenant de nombreuses années. La SCPI Elialis a été ouverte en 2019 et fait partie d'une des SCPI aujourd'hui qui existe et qui est principalement investi sur cette zone-là. Pas mal de mes confrères commencent à s'intéresser à cette zone, mais aujourd'hui, voilà, on était les premiers à investir sur cette zone et en tout cas, on est les seuls à avoir une orientation géographique très précise sur cette zone. Ça, c'est le contexte. Sur la zone ibérique, pendant longtemps, et en tout cas quand on a croisé des investisseurs et les premiers distributeurs ou les premiers investisseurs, on nous parlait de la zone ibérique comme une zone plutôt de vacances, plutôt festive, plutôt pauvre aussi, accessoirement. Oui, cette image-là. Et peut-être instable politiquement, puisque voilà, on se rappelle que jusqu'à 1975, on était sur un schéma politique un petit peu particulier, en tout cas plutôt dictatorial. Donc on avait ces problématiques de vision et d'image de la zone ibérique. En 2024, si je fais court et avec quelques chiffres, c'est la meilleure croissance en termes de croissance du PIB sur la zone euro. Ça, c'est le premier point. C'est une des destinations les préférées des étudiants en Europe. C'est une priorité d'investissement pour les investisseurs étrangers aujourd'hui, que ce soit des entreprises ou des investisseurs immobiliers. On le reviendra tout à l'heure dessus. Et c'est la deuxième destination touristique dans le monde, après la France, mais avec un taux de croissance effectivement sur cette zone touristique de plus de 10%. Donc on voit bien qu'avec ces chiffres, l'image de l'Espagne est en train, en tout cas, et aussi du Portugal, parce que c'est toute la zone qui bénéficie effectivement de toute cette attractivité, est en train de changer. Et qu'est-ce qui explique cet écart entre peut-être l'image perçue et la réalité que vous venez de nous délivrer? Alors, le sujet, c'est le point de départ, c'est la crise de 2008. La crise de 2008 des subprimes et des dettes souveraines a été très fort, pour le coup, sur la zone ibérique, et donc qui a généré et qui a entraîné des décisions aussi très fortes politiques, peut-être un peu plus fortes que dans d'autres pays européens, et donc avec un resserrement budgétaire, avec aussi des décisions concernant toute la partie maintien du désendettement, et en tout cas sur des niveaux assez stables et cantonnés à un certain montant, avec aussi une injection de cash, une injection de capitaux dans l'économie. Ça fait partie des éléments importants, et notamment avec des aides de l'Europe. L'Espagne ne l'aurait peut-être pas fait toute seule, avec des programmes qui s'appellent Next Generation Europe, notamment sur toute la partie étudiant, avec un autre programme qui s'appelle Repower aussi, qui est un programme européen concernant l'accroissement de l'exploitation des énergies renouvelables. Et la zone ibérique fait partie des leaders aujourd'hui de l'utilisation de l'énergie renouvelable pour sa propre activité, que ce soit dans le résidentiel ou que ce soit dans l'entreprise. Et donc tous ces éléments-là aujourd'hui ont contribué à un retournement de tendance très fort, et avec une attractivité justement des investisseurs étrangers, avec une attractivité du tourisme qui est aussi très fort, on l'a dit tout à l'heure, et donc avec des hausses de recettes fiscales qui ont permis effectivement ce retour en grâce de la zone ibérique depuis maintenant quelques années. Très bien, et peut-être en chiffres, est-ce que vous avez quelques chiffres à nous partager justement pour refléter ce dynamisme? Si on parlait du chômage tout à l'heure, 2008 c'est 27% de chômage, donc on voit bien que c'était très important. L'année dernière on est descendu à 10%. Un autre point qui est aussi important, c'est le pourcentage d'employés étrangers
au sein des entreprises espagnoles, et notamment sur l'intégralité de la zone, que ce soit Madrid, que ce soit Barcelone, que ce soit les pays du Sud, Bilbao, Valence, qui sont des pôles d'attraction assez forts. Et donc, en 2013, c'était 2,1% d'emploi des travailleurs étrangers. L'année dernière, c'est plus de 13%, et avec en même temps ce chômage qui a réduit de manière assez drastique. Donc, on voit bien qu'il y a une montée en puissance du nombre d'emplois et nombre de personnes en capacité de travailler, qui est assez significatif sur l'Espagne. Donc ça fait partie des éléments importants. Sur la croissance du taux du PIB, c'est 3,2%, on en parlait tout à l'heure, donc c'est la plus importante de la zone euro. Donc tout ça, c'est des points qui sont des gros marqueurs. Et sur le tourisme, c'est 93 millions de visiteurs l'année dernière, avec une montée en puissance des nuitées. On parlera tout à l'heure peut-être de l'industrie de l'hôtellerie en Espagne et du Portugal, mais avec une montée en puissance effectivement du nombre de nuitées, et donc un marché très fort sur toute cette partie-là aussi. Donc ça, c'est des vecteurs qui augmente effectivement les rentrées de capitaux, les rentrées de devises, et donc qui pousse effectivement la demande intérieure, qui pousse les échanges commerciaux. Tous les échanges commerciaux avec les autres pays d'Europe sont en train de monter en puissance de manière très forte, sur la balance commerciale aussi qui est positive. Et donc ça fait partie des éléments qui poussent aujourd'hui le marché ibérique. Et qui poussent le marché ibérique au niveau global, et plus particulièrement du coup sur l'immobilier. Qu'est-ce que ça donne sur cette zone-là ? Alors l'immobilier a eu des moteurs effectivement très importants. On revient sur les éléments qu'on a cités tout à l'heure. Une montée en puissance effectivement de la demande intérieure, donc avec un commerce qui fonctionne très très bien, des ventes sur la partie commerciale qui sont à plus 9% aujourd'hui par rapport à l'année dernière, par rapport à 2023, et une montée en puissance à plus 13% par rapport à la période pré-pandémique. Donc on voit bien que non seulement on a absorbé la problématique de la pandémie, mais aujourd'hui il y a une croissance assez forte sur toute la partie commerciale. Sur la partie hôtelière, on traduit le nombre de visiteurs qui est en train d'exploser avec une croissance à 2 chiffres. Donc aujourd'hui, il y a une attractivité très forte. Beaucoup d'investisseurs étrangers sont en train de s'intéresser sur le marché hôtelier, et avec des développements assez forts sur toute la zone. Et l'Espagne fait partie des pays, avec la France, où il y a quand même beaucoup de côtes. Et donc, avec une attractivité très forte sur toutes les côtes, mais pas que. Vous avez des montées en puissance de tourisme à Madrid, qui devient un hub touristique très fort. Barcelone, bien entendu. Vous avez toute la partie sud, Andalousie. Et donc ça fait partie aussi. Et les îles, bien entendu, Ibiza, etc., etc. Donc ça fait partie de tous les spots aujourd'hui qui attirent beaucoup de touristes étrangers, notamment européens, mais pas que. Donc ça, c'est les 2 points importants sur le commerce et l'hôtellerie. Sur la partie light industrial logistique, on a beaucoup d'implantations de sociétés étrangères. Donc aujourd'hui, la priorité des investisseurs étrangers, quand on parle d'entrepreneurs, c'est de s'implanter en Espagne, devant la France, devant l'Allemagne. Donc ça fait partie aussi des éléments qu'on n'a pas forcément en tête, mais pour des raisons... Du coup, par rapport au dynamisme et pour d'autres raisons? Pour la dynamique, pour des raisons de télétravail, parce qu'accessoirement, quand on est en Espagne, on a un petit peu plus de soleil, et ça compte aussi pour le bien-être pour attirer les collaborateurs, attirer les talents, attirer les jeunes. Une recrudescence très forte des jeunes, j'en parlais des étudiants, mais aussi des jeunes qui veulent aller travailler en Espagne aujourd'hui. Vous avez aussi, il ne faut pas l'oublier, un coût de main-d'œuvre qui est assez bas encore par rapport à d'autres pays européens. Et donc quand on est investisseur en tant qu'entreprise, c'est important, et d'avoir aussi une main-d'œuvre qualifiée. Donc ça fait partie, et cette main-d'œuvre qualifiée, c'est côté éducation, était aussi un point faible de l'Espagne, et c'est en train de bouger, notamment avec l'attractivité du marché, et notamment avec les étudiants étrangers qui vont travailler en Espagne et qui veulent s'implanter et qui veulent rester en Espagne. Donc tout ça fait que le marché est très, très important sur le résidentiel. Un accélérateur aussi, ça a été la mise en place des Golden Visa, c'est-à-dire la capacité pour quelqu'un qui veut rentrer en Europe à partir d'un certain montant, c'est-à-dire 500 000 €, pour donner des chiffres exacts. Si vous achetiez, notamment c'est un des critères, il n'y a pas que celui-ci, mais si vous acquérez un bien immobilier à minimum 500 000 €, vous avez la possibilité d'obtenir un Golden Visa. Et donc ça a attiré beaucoup d'investisseurs étrangers, notamment d'Amérique du Sud, mais aussi d'Amérique du Nord, qui était un point d'entrée sur l'Europe. Le Brexit a fait que Londres n'était plus un point d'entrée, et donc l'Espagne et le Portugal sont devenus des points d'entrée assez forts, et donc ont augmenté effectivement cette absorption d'investisseurs étrangers avec des forts pouvoirs d'achat. Et donc Madrid notamment a eu un marché résidentiel qui a monté de manière assez significative aujourd'hui, avec des prix supérieurs à 10 000 € du mètre carré, ce qu'on n'avait pas vu non plus. Lisbonne, on frise aussi ces niveaux de prix au mètre carré. Madrid qui est devant Paris, je crois, en termes d'attractivité, là, c'est ça? Aujourd'hui,
aujourd'hui, oui, si on prend les analyses alors c'est Pricewaterhouse, Savills qui ont fait des analyses sur l'attractivité de tous les pays européens et des 30 plus grandes villes européennes. Aujourd'hui, Madrid se positionne en deuxième position derrière Londres et avant Paris, en termes d'attractivité pour les investisseurs et pour aussi toute la partie projection sur l'investissement, sur le développement, sur le niveau de loyer et sur aussi la partie capital gain, enfin, c'est-à-dire le gain en valeur potentielle dans les années à venir. Donc ça fait partie effectivement des éléments aussi qui sont très forts sur le marché ibérique. 15 ans de forte croissance, est-ce que si on parle effectivement d'investir aujourd'hui, est-ce qu'on n'est pas sur un point haut éventuellement ? Alors pour donner quelques chiffres, aujourd'hui, Madrid notamment, si on parle de bureaux, parce qu'on n'a pas parlé de bureaux, mais qui est aussi une attractivité forte, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui veulent implanter leur siège sur la zone. En 2013, si je prends ces chiffres-là, vous me pardonnerez si je ne suis pas un an près, mais c'est grosso modo dans ces idées-là. Après la crise, c'est-à-dire 2008-2013, ça a été compliqué. Si on fait un focus en 2013, les prix au mètre carré de Madrid étaient à 20 € du mètre carré en prime, c'est-à-dire le QCA, le centre des affaires. Aujourd'hui, c'est à 40. Donc ça, effectivement, ça fait partie des progressions qui sont assez fortes. C'est-à-dire qu'en dizaines d'années, aujourd'hui, on a doublé le loyer au mètre carré sur Madrid. Pareil sur Barcelone, on était à 15, c'est passé à 30. Donc ça fait partie effectivement des croissances qui sont assez fortes aujourd'hui et qui ont été absorbées par les investisseurs. Et si on regarde maintenant la position de Madrid ou de Barcelone, avec grosso modo, si on fait un loyer annualisé autour de 500 € du mètre carré, vous avez Francfort qui est à 600, vous avez Paris qui est à plus de 1000 aujourd'hui, et vous avez Londres qui est à plus de 2000. Donc on voit bien que de par l'attractivité, il y a encore un potentiel de croissance. Aujourd'hui, on a juste assisté à un phénomène de rattrapage parce que, comme je le disais tout à l'heure, la crise de 2008 a été très forte et donc les loyers avaient lourdement chuté. Et donc depuis 10 ans, on assiste juste à un phénomène de rattrapage par rapport aux autres capitales européennes, en tout cas aux autres grandes places. Mais par contre, compte tenu de l'attractivité et du classement de Madrid aujourd'hui, si on compare le positionnement de Madrid entre Londres et Paris, vous avez 400 € du mètre carré de bureau à Madrid, 1000 du côté Paris. Et donc il y a de la marge. Et par rapport donc grosso modo, par rapport au positionnement, ça veut dire qu'il y a encore de la marge. Très clair. Et peut-être un autre critère aussi à observer, c'est peut-être les volumes de transactions. Qu'est-ce que ça donne concrètement ? Alors ça traduit aussi, c'est un des signaux qui est toujours regardé par les investisseurs, c'est les volumes de transactions. D'une part, les volumes de transactions sur la zone numérique ont pas chuté par rapport à la crise qu'on a connue maintenant avec la remontée des taux. En tout cas, elle a un peu baissé, mais pas de manière aussi importante qu'en France ou qu'en Allemagne, par exemple, ou dans les pays nordiques qui ont appliqué le time to market et donc ont baissé de manière significative leur valeur. Aujourd'hui, on n'a pas vécu ça justement parce que tous les signaux fondamentaux et les grands signes macro étaient plutôt positifs sur la zone ibérique. Et l'année dernière, par exemple, la croissance a été de 20% du volume de transactions, un peu comme l'Allemagne, un peu comme UK ou certains pays d'Europe, pas en France, parce qu'effectivement, la France est un peu entre les deux, c'est-à-dire que la France n'a pas baissé ses prix de manière assez rapide. Donc aujourd'hui, les investisseurs s'intéressent plutôt dans les pays nordiques. La Suède a fait plus 50% par exemple l'année dernière. Et l'Espagne garde ce momentum qui est très important et donc a bénéficié aussi, même sans baisse, d'une hausse de 20% de volume de transactions. Ça se traduit par le volume global. On est à 12 ou 13 milliards de volume de transactions l'année dernière. C'est le top 3 des meilleures années en Espagne. Aujourd'hui, on est loin sur les autres pays européens puisque la chute a été beaucoup plus brutale. Même s'il y a des recoveries, ce n'est pas aussi important. Donc on voit bien que ça fait partie effectivement d'un fonds aujourd'hui, en tout cas d'une allocation d'actifs qui est très intéressante pour beaucoup d'investisseurs étrangers. Il y a aussi un indicateur de liquidité aussi. Aussi un indicateur de liquidité puisque vous avez une demande d'investisseurs étrangers, beaucoup, c'est 50% d'investisseurs étrangers en Espagne l'année dernière, 70% sur le Portugal. Donc on voit bien qu'il y a une appétence très forte. Amérique du Nord, Amérique du Sud et pays européens, notamment des fonds germaniques et aussi Moyen-Orient. Il y a eu des grosses transactions en hôtellerie sur des fonds du Moyen-Orient l'année dernière et depuis 2 ans. Et vous adressez la zone à travers Elialis, notamment. Oui. Qu'est-ce que ça donne, justement ? Quels sont les chiffres clés, les points principaux et comment ça ressort, du coup, au niveau du fonds ? Alors, sur Elialis, c'est une SCPI qui a été créée en 2019, qui a été principalement investie sur la zone espagnole pendant quelques années. Donc, bien entendu, sur les deux capitales régionales, capitale tout court et capitale régionale, qui sont Madrid et Barcelone, mais aussi quelques villes importantes régionales, type Saragosse, type Grenade, où on a acheté un hôtel l'année dernière, et depuis 2024 sur Lisbonne et Porto. Donc on couvre effectivement assez bien
toute la zone. Et aujourd'hui, en chiffres, ça se traduit par quoi? Ça se traduit par un TOF, donc un taux d'occupation financier qui est à 97,27% pour donner un chiffre exact sur la zone, avec plutôt une progression ces dernières années. Donc on voit bien qu'il y a une appétence aujourd'hui locative, avec un taux de distribution qui depuis 2021 ne fait qu'augmenter, puisque c'est lié à l'indexation des loyers par l'inflation bien sûr, mais aussi par les niveaux de loyer, ce que j'expliquais tout à l'heure, qui sont en train de progresser. Et donc à chaque fois qu'on a une relocation, à chaque fois qu'on a une négociation avec un locataire existant ou un nouveau, on a tendance à avoir une augmentation des loyers, donc avoir un taux de distribution brut de 5,7% l'année dernière et avec un taux net, puisque fiscalité. Je rappelle que la SCPI est 100% investie donc sur cette zone et donc bénéficie à plein des revenus de sources étrangers, avec le mécanisme de crédit d'impôt en Espagne, avec le mécanisme de taux effectif sur la partie portugaise, mais qui fait qu'on a un taux net de fiscalité étrangère à 4,8%. Et donc avec un TRI, puisque je le donne à 4% sur les 5 dernières années, puisqu'il y a eu une montée en puissance des premières années sur le taux de distribution, bien entendu, notamment en 2000 quand on l'a lancé. Donc aujourd'hui, voilà, une progression constante des taux de distribution pour nos associés. Et puis ça se constate aussi sur les valeurs, puisque la valeur de reconstitution au 31/12/2024 est à 1081 €. Pour un prix de souscription à 1000 et il était de 1023 l'année dernière au 31/12/2023. Donc on voit bien qu'il y a on est en haut de mécanisme de... On est en haut du tunnel. On n'est pas complètement en haut du tunnel. on est à 8% par rapport au prix de souscription. D'accord, très clair. Et une dernière question, Jean-François, il y a quelque chose qui effectivement vous tient à cœur et qui a de plus en plus de place aujourd'hui dans l'immobilier tertiaire, c'est l'ISR. Avant, c'était vu comme peut-être une coquetterie. Aujourd'hui, ça a un vrai impact financier. Est-ce que vous avez un exemple peut-être et nous partager votre vision là-dessus? Oui, alors nous, on a travaillé aussi sur certains actifs, notamment l'actif de Gobelas, donc à Madrid, qu'on a travaillé, c'est le premier actif qu'on a acheté. Et donc depuis 5 ans, on a installé des panneaux photovoltaïques, on a changé le système de chauffage, qui était un ancien chauffage, et aujourd'hui en aérothermie. Et ce qui a permis, d'une part, de vendre de l'électricité moins chère à nos locataires, donc de rendre plus attractif, puisque ça minimise les charges, que ce soit les charges communes et que ce soit les charges privatives pour nos locataires. Ça a permis aussi d'attirer, puisqu'on avait un peu de vacances sur cet actif, d'attirer des nouveaux locataires. Et aujourd'hui, effectivement, on a une vacance qui est très faible sur cet actif. On est en train de regarder comment arriver à 100% assez rapidement. Ça fait partie des éléments qui sont importants sur l'attractivité des immeubles. Qui dit attractivité dit augmentation des loyers ou trouver des locataires, et qui dit augmentation des revenus de l'immeuble, dit augmentation de la valeur de l'immeuble par nos experts indépendants. Et donc par rapport à ça, nous on est complètement convaincus que ce sujet-là est très important pour pérenniser, maintenir des valorisations qui sont optimisées dans le temps. Et vous l'avez vécu vous-même justement par vos actifs. Merci Jean-François.